Au début de l'histoire, un homme nommé Yobu apparaît. C'est un espère extrêmement puissant qui voue une haine profonde aux personnes dépourvues de pouvoir. Pour vous donner un peu de contexte, Esper est le nom donné dans cette œuvre aux personnes dotées d'étranges pouvoirs surnaturels. De toute façon, à cause de sa haine envers les personnes dépourvues de pouvoir, Yobu est considéré comme une menace sérieuse et doit être éliminé. Malgré tous les efforts de l'armée pour l'arrêter, Yobu encaisse facilement les attaques et semble même apprécier la situation. Après avoir détruit toute l'unité militaire, Yobu s'arrête devant le seul soldat restant. Déjà lassé, il décide de se rendre et promet qu'il se laissera emmener en prison. Pendant ce temps, dans une prison pour Esper, les prisonniers organisent une sorte de club de combat. L'un d'eux, Andy, est contraint d'y participer contre son gré. Son adversaire étant beaucoup plus costaud, Andy est d'abord roué de coups, mais finit par lui porter un coup direct qui le met à terre. Cela peut paraître chanceux, mais c'est la 7e victoire consécutive d'Andy. Malgré sa haine du combat, il excelle. Cependant, il ne reçoit qu'une barre chocolatée en guise de récompense. Soudain, un hélicoptère survole la prison. Tous comprennent qu'un événement important est sur le point de se produire et se précipitent dehors. Ils regardent Yobu arriver, qu'on amène. Le directeur est fier d'avoir capturé le chef de l'organisation Pandra, formé d'Esper. Mais avant qu'il ne puisse se vanter, Yobu lui ordonne de s'écarter, sinon il ne veut pas exploser. Malgré cela, le directeur se sent en sécurité, car la prison dispose d'un système qui bloque les pouvoirs des Esper. Par mesure de sécurité, il ordonne à plusieurs gardes de pointer leurs armes sur Yobu. Andy, qui assiste à la scène, est gêné par le fait qu'ils pointent leurs armes sur un garçon désarmé, malgré son passé meurtrier effrayant. Il tente d'intervenir, mais les gardes le pointent également. Yobu, impressionné par la compassion et le courage d'Andy, commence à lui poser des questions. Le directeur, irrité d'être ignoré, crie qu'Yobu ne peut parler sans autorisation. Yobu, bien sûr, refuse cet ordre et se prépare à attaquer en hélicoptère. Avant qu'il ne puisse le faire, le directeur ordonne que le système anti-spermatozoïde soit augmenté à sa puissance maximale. Cela neutralise complètement les pouvoirs d'Yobu, lui rendant le contrôle de la situation. Le prix à payer, cependant, sera une facture d'électricité très élevée pour la prison. Le directeur ordonne alors l'isolement de Yobu. Andy y est également envoyé, simplement parce que le directeur n'a pas apprécié son expression. Quelques heures plus tard, Andy se retrouve dans une cellule voisine de celle de Yobu. Yobu demande pourquoi Andy l'a défendu. Andy répond qu'il déteste les Esper comme Yobu, mais qu'il déteste encore plus ceux qui abusent de leur pouvoir. C'est pourquoi il n'a pas pu rester les bras croisés pendant que quelqu'un pointait une arme sur un écolier. Yobu trouve ironique qu'Andy déteste les Esper, alors qu'il en est un et qu'il est enfermé dans une prison juste pour eux. Andy explique qu'il n'a pas choisi d'être là et qu'il est pratiquement impossible de s'enfuir de cet endroit. La seule exception est lorsqu'une personne est gravement blessée et emmenée à l'hôpital, mais même cela est bien contrôlé. Yobu, cependant, affirme que sortir de là ne semble pas si difficile. Il affirme que dès qu'il aura réglé ses affaires en prison, il partira. Pendant ce temps, le directeur est dans son bureau, encore sous le choc des agissements d'Yobu. Pour se venger, il leur ordonne de rendre le séjour d'Yobu aussi pénible que possible, même s'ils doivent faire appel à un certain guerrier du pavillon arrière. Plus tard, Yobu et Andy quittent la cellule et vont déjeuner. Le cuisinier a visiblement mis du poison dans la nourriture d'Yobu. Yobu le remarque, mais au lieu de jeter la nourriture, il donne l'assiette à Andy. Andy manque alors de mourir d'empoisonnement, une blessure grave. Les gardiens l'emmènent donc à l'hôpital de la prison, comme Yobu le souhaitait. Quelque temps plus tard, Andy se réveille à l'hôpital et voit Yobu à ses côtés. Il est furieux d'avoir été empoisonné, mais Yobu lui a déjà donné un antidote et l'a même sauvé d'une expérience que les scientifiques prévoyaient de mener. Bien qu'il soit possible de s'échapper, Yobu a encore quelque chose à faire. Il quitte la pièce et Andy le suit, désireux de mieux comprendre ce qui se passe. Il traverse les couloirs et réalise que les prisonniers ne sont pas conduits au véritable hôpital. Ils servent plutôt de cobayes. Entendant quelqu'un approcher, Andy se cache et assomme le garde dès son apparition. Il lui prend son arme, prouvant ainsi son talent de combattant, lui qui a servi dans l'armée américaine. Ils continuent leur exploration jusqu'à trouver une pièce avec un panneau indiquant « Armée impériale ». Cela réveille de mauvais souvenirs chez Yobu, qui tire sur tout ce qui passe. Une fois calmé, il s'approche d'un grand cube au centre de la pièce. À l'intérieur se trouve la jeune fille que Yobu est venu secourir. Avant qu'il ne puisse la libérer, le directeur apparaît et prévient qu'il ne permettra pas à Yobu de prendre son précieux sujet de test. Conscient de son incapacité à le vaincre, il invoque un monstre créé à partir des cerveaux et des cellules des prisonniers disséqués. La créature obéit au directeur, qui ordonne l'attaque. Yobu tente d'utiliser ses pouvoirs, mais le monstre les bloque facilement et avance. Yobu comprend qu'il va devoir se battre plus sérieusement. Pendant ce temps, Andy court chercher l'arme. Yobu tente d'attaquer, mais la créature anticipe ses moindres mouvements et le projette contre le cube. Il tombe juste devant la jeune fille qu'il est venu sauver. Elle semble inquiète, mais Yobu affirme que tout est sous contrôle. Le directeur pense qu'il essaie simplement de faire preuve de courage face à la mort, car il croit que son monstre est aussi fort qu'un Esper de niveau 7. Yobu trouve cela ridicule. À ce moment, Andy tire sur la créature,
mais celle-ci s'énerve et contre-attaque avec des décharges psychiques. Normalement, cela tuerait n'importe qui, mais l'œil d'Andy se met à briller et il parvient à neutraliser les attaques. Yobu le remarque et commence à soupçonner l'origine d'Andy, mais pour l'instant, il s'inquiète davantage pour la jeune fille. Yobu lui demande si elle va bien, et elle répond oui. Cependant, en examinant sa manche, il découvre un étrange tube attaché à son bras. Cela le perturbe profondément. Il active alors le bouton de son col, libérant toute sa puissance d'un coup. De toute sa force, Yobu écrase la créature et la projette jusqu'à ce qu'elle explose au plafond. Le directeur ne survit pas à la destruction. La prison étant en feu, Yobu téléporte la jeune fille et Andy à l'extérieur, où le vaisseau de Pandra les attend déjà. Yobu dit qu'il souhaite en savoir plus sur Andy et l'invite à rejoindre officiellement l'organisation. Andy hésite, mais accepte. Lorsque le vaisseau part, Andy s'éloigne silencieusement, active ses fonctions oculaires et envoie un rapport à son commandant. Il affirme avoir accompli exactement ce qu'il souhaitait, infiltrer l'organisation criminelle Pandra. Bien qu'agent infiltré, Andy parvient à profiter du quotidien sur le vaisseau de Pandra. Lorsqu'il voit Momiji prendre un bain de soleil et qu'elle lui demande de l'aider à appliquer de la crème solaire, il accepte sans hésiter. Cependant, à son approche, le pouvoir d'Andy commence à lui donner mal à la tête, alors elle lui ordonne de s'éloigner. Peu après, Yobu surgit de nulle part et jette Andy dans la piscine juste pour le provoquer. Plus tard, Yobu présente Andy au reste de l'équipage. Pour démontrer la puissance d'Andy, Yobu demande à Momotaro de lui envoyer des décharges d'énergie Esper. Comme prévu, les attaques disparaissent avant même de l'atteindre. Yobu explique qu'Andy a le pouvoir d'annuler les pouvoirs des Esper. De plus, Yajiri ne peut pas lire dans ses pensées, ce qui signifie que la télépathie et la télékinésie sont également inopérantes. Cependant, ce pouvoir est toujours actif et provoque de violents maux de tête chez les autres Esper lorsqu'ils s'approchent trop près de lui. De ce fait, la plupart des membres de l'équipage évitent de s'approcher de lui. Malgré cela, Maggie a eu la gentillesse de prêter des vêtements de rechange à Andy après l'incident du matin. Andy en profite pour tenter d'en savoir plus sur l'organisation Pandra, dont il ne sait que peu de choses. Cependant, Maggie ne lui fait toujours pas confiance, alors elle dit à Andy d'attendre de nouvelles instructions et s'éloigne. Plus tard, Andy retourne à la chaufferie pour remettre son rapport. Pour l'instant, il estime que les membres de Pandra ne semblent pas aussi dangereux qu'on le prétendait. Cependant, son commandant lui rappelle les innombrables crimes et morts causés par l'organisation. Andy confirme qu'il poursuivra l'enquête et les informera dès qu'il aura localisé la cible. Parallèlement, Maggie envoie un rapport exprimant sa méfiance envers Andy. Malheureusement, elle n'a trouvé aucune preuve concrète qu'Andy soit un traître, et comme ses pensées sont indéchiffrables, il est impossible de le vérifier par télépathie. Maggie hésite à le garder à bord, mais Yobu estime que c'est acceptable. Yobu décide d'emmener Andy avec eux pour la prochaine mission. Le groupe embarque sur un hors-bord en direction de Venise. Ils doivent conclure un accord avec la mafia Esper locale. Cependant, Yobu remarque que quelque chose cloche et demande à Maggie de s'en occuper. Maggie comprend le message, transforme ses cheveux en aile et s'envole pour localiser l'ennemi qui espionne le groupe. Il peut manipuler le carbone de son propre corps jusqu'au niveau atomique. Après avoir trouvé l'espion, Maggie utilise ses tentacules capillaires pour le capturer. L'espion, cependant, n'est pas seul et lance une alerte demandant de l'aide. Momiji téléporte Yo sur place, mais Andy doit marcher. Lorsqu'Andy arrive enfin, il entend un fort bourdonnement dans ses oreilles. Ce bourdonnement est causé par Yo, dont le cri couvre tous les bruits environnants. Personne à l'extérieur ne peut comprendre ce qui se passe, malgré l'intensité des combats. Au bout d'un moment, ils parviennent à vaincre les espions. Grâce à la télépathie, ils découvrent qu'ils ont été envoyés par la famille Mardini, celle-là même avec laquelle ils étaient censés négocier ce jour-là. Cela révèle une trahison. Malgré cela, Yobu décide de poursuivre la réunion pour comprendre les intentions de Mardini. En guise de punition, tous les traîtres doivent mourir. Yobu place donc Andy sur un toit voisin et lui demande de pointer un fusil sur la tête de Mardini. Lorsqu'il reçoit le signal, Andy doit tirer. Andy hésite, mais sait que s'il veut gagner la confiance de Yobu, il ne peut pas reculer. Au lieu de rendez-vous, Yobu s'assoit face à Mardini, qui le félicite d'avoir conservé la même apparence, 50 ans après leur dernière rencontre. Yobu est né dans les années 1930 et, grâce à ses pouvoirs, il peut ralentir considérablement son vieillissement. Mardini, quant à lui, est devenu vieux et faible, et a donc conclu un accord avec la police. Il livre Yobu en échange de la sécurité de sa famille. Lorsque Yobu confirme que Mardini la Belle est bien trahi, il donne le signal de tirer. Andy s'apprête à tirer, mais se fige au moment décisif, et les hommes présents tirent sur Yobu à plusieurs reprises. Mais rien de tout cela ne se produit. Yobu avait hypnotisé tout le monde, leur faisant croire qu'ils le voyaient. En fait, ils ont fini par se tirer dessus. Le vrai Yobu se téléporte auprès d'Andy et, même s'il ne pouvait pas appuyer sur la gâchette, Yobu s'y attendait déjà. Yobu soupçonnait que les pouvoirs d'annulation d'Andy augmenteraient en cas de stress extrême. C'est pourquoi il l'a placé là. Il donne à Andy un collier spécial qui régule ses pouvoirs, permettant ainsi de les contrôler à partir de ce moment. Yobu emmène ensuite Andy dans la pièce où la réunion a eu lieu. Là, Andy découvre que le Mardini avec lequel Yobu parlait n'était qu'une copie télécommandée. Le vrai Mardini se cachait dans un bâtiment voisin,
utilisant ses pouvoirs pour protéger ses alliés des attaques psychiques. Ses pouvoirs neutralisés par Andy, vaincre les ennemis fut facile. Il ne restait plus qu'à s'occuper du traître lui-même. Yobu déchaîne une fois de plus toute sa puissance et élimine Carlos Mardini, détruisant une partie de la ville au passage. De nombreuses personnes périrent dans cet incident. Pendant ce temps, la princesse Sophie organise une conférence de paix pour discuter de la coexistence entre humains et Esper. Dès qu'il apprend l'événement, Yobu décide d'y assister. Deux représentants japonais, Minamoto et Sakaki, remarquent sa présence et se rendent chez lui, soupçonnant de mauvaises intentions. Yobu est surpris de voir des membres de l'organisation Babel, mais affirme qu'il n'est pas là pour tuer qui que ce soit. Il voulait juste voir de près les visages des hypocrites qui prétendent se soucier des droits des Esper. Il dit ensuite avoir autre chose à faire et s'en va. Sakaki ne croit pas à cette excuse, connaissant le passé d'Yobu. Il l'attrape par la chemise et exige de savoir ce qu'il manigance. Minamoto tente de calmer la situation, lui rappelant qu'Yobu a assez de puissance pour tout faire exploser sans même bouger. Sakaki comprend qu'il ne peut pas gagner ce combat et laisse Yobu partir. Yobu ne semble pas perturbé par ce geste. Il se dirige simplement vers la sortie et, d'un claquement de doigts, fait disparaître le groupe, exactement comme il l'avait promis. Mais il finit par kidnapper la princesse Sophie avant de partir et laisse même une trace sur place, revendiquant l'enlèvement. Dans le message, Yobu affirme ne pas vouloir blesser la princesse, mais avoir des exigences à satisfaire s'ils veulent la récupérer. Agent de Babel, Sakaki et Minamoto refusent de céder. Heureusement, Sakaki a réussi à dérober une clé USB dans la poche de Yobu lors de la confrontation et pense qu'elle pourrait contenir des indices sur l'endroit où se trouve la princesse. Minamoto félicite Sakaki pour sa rapidité d'action, mais c'est qu'ils doivent analyser la clé au plus vite pour retrouver Sophie. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'Yobu a laissé la clé USB intentionnellement, car tout cela fait partie d'un plan bien plus vaste. La princesse se réveille quelque temps plus tard et, même sans savoir où elle est ni qui sont ces personnes, elle reste calme face à la situation. Yobu explique que le groupe s'appelle Pandra et qu'ils l'ont kidnappée, mais l'assure qu'elle ne sera pas blessée. La princesse ne réagit pas violemment, son calme l'empêchant de paniquer. Elle demande simplement s'il y a une raison précise à l'enlèvement. Yobu répond qu'il ne s'intéressait personnellement pas à elle, mais que Yujiri lui avait demandé de l'enlever, et il considère important d'accéder à une telle requête de la part d'une personne comme elle. La princesse est surprise, car elle s'attendait à ce que les membres d'une organisation criminelle aussi redoutée soient bien plus hostiles. Elle suggère même qu'ils travaillent ensemble, car son désir est de construire un monde où les Esper ne soient pas rejetés. Cependant, elle admet qu'elle désapprouve les crimes de guerre commis par eux. L'inquiétude sincère de la princesse pour les Esper réveille en Yobu de vieux souvenirs qu'il préférerait ne pas revivre, et il s'éloigne sans rien dire. Pendant ce temps, Sakaki tente de déchiffrer le contenu de la clé USB qu'il lui a volée. Le fichier ne révèle qu'un jeu, mais Sakaki croit toujours qu'il pourrait contenir des indices sur l'endroit où se trouve la princesse. Il décide donc de jouer jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose d'intéressant. De retour sur le navire, la princesse se lie d'amitié avec Yujiri et se rend dans la chambre de Yobu pour lui demander si elle peut sortir un moment, car Yujiri a manifesté le désir de se promener avec elle. Yobu pense d'abord que c'est une mauvaise idée, se souvenant que l'enlèvement a eu lieu parce qu'ils ont découvert que quelqu'un essayait de tuer la princesse. Cependant, comme c'était la demande de Yujiri, il décide d'obtempérer. Pour assurer sa sécurité, Yobu élabore un plan ingénieux. Il change l'apparence de toutes les femmes de la ville pour qu'elles ressemblent à la princesse. Grâce à cela, la vraie princesse et Yujiri peuvent sortir et se fondre facilement parmi la population. Durant le voyage, ils profitent pleinement de leur séjour. Vers la fin de leur rendez-vous, la princesse demande à Yujiri s'il y a un endroit particulier où elle aimerait aller. Yujiri l'emmène dans un vieil orphelinat qu'elle avait autrefois aidé. Là, la princesse comprend enfin pourquoi Yujiri se sentait si proche d'elle. Des années auparavant, Yujiri y avait passé quelques jours, et Sophie fut la première à la traiter avec une telle gentillesse. C'est pourquoi elle souhaitait passer du temps avec la princesse. Pendant ce temps, Sakaki et Minamoto terminent le jeu sur la clé USB et déchiffrent le code. En analysant les informations, ils découvrent qui se cache derrière le complot d'assassinat. Ils doivent agir vite. Pendant ce temps, près de l'orphelinat, le ministre des Finances aborde la princesse et tente de la convaincre de l'accompagner, prétextant qu'elle n'est pas en sécurité en présence des membres de Pandra. Avant qu'ils ne puissent s'approcher trop près, Sakaki arrive avec des renforts et dénonce le ministre comme responsable de la tentative d'assassinat. Son motif est son mécontentement face à l'utilisation de fonds nationaux pour financer des projets visant les Esper. Déterminé à l'empêcher, il décide de la tuer. Le ministre tire, mais Andy s'interpose devant la princesse et reçoit une balle dans l'épaule, la sauvant ainsi. La peur provoque une perte de contrôle des pouvoirs de Yujiri, ce qui pourrait provoquer une catastrophe. Avant que quoi que ce soit de grave n'arrive, Yobu apparaît et calme Yujiri. Il résout la situation en écrasant l'arme du ministre avec ses mains et le livre à la police. Une fois l'affaire résolue, Yobu remercie Minamoto d'avoir déchiffré le cryptage, même s'il pense que tous ses efforts ont été vains. Minamoto tente de l'arrêter, mais Yobu claque des doigts et disparaît avec son groupe. De retour sur le navire, Yobu prend un verre au bar. Andy s'approche et tente d'engager la conversation,
lui demandant s'il se sent bien d'avoir sauvé une princesse. Yobu répond que cela n'a pas d'importance, car sa dévotion se concentre sur une seule personne, sa reine. Se souvenant d'elle, Yobu devient sentimental et décide de lui rendre visite au Japon. Cependant, il découvre qu'elle est déjà venue à lui. 3 filles espères attaquent le navire, mené par Minamoto, avec pour mission de prendre le contrôle du vaisseau. L'une d'elles, Kaoru que Yobu appelle sa reine, flotte à l'extérieur du navire. Yobu sort pour l'affronter personnellement. Dehors, il confie à Kaoru qu'il est heureux de la revoir après tant d'années et curieux de savoir à quel point elle a grandi. Pendant que Yobu et Kaoru se battent dehors, les 2 autres filles envahissent le vaisseau et éliminent les membres de l'équipage en chemin. Andy et Yobu sont encerclés par les envahisseurs, et Yo est immédiatement téléporté par Aoi. Lorsqu'Aoi tente de faire de même avec Andy, il désactive son collier de retenue, ce qui annule ses pouvoirs et lui permet de l'approcher et de l'immobiliser. Andy demande pourquoi une si jeune fille est impliquée dans une mission aussi dangereuse, mais oublie qu'il y avait 2 envahisseurs. Ishido surgit par derrière et le cloue au sol avec un pistolet en nanotube. Elle tente d'utiliser la télépathie pour savoir si Andy sait où se trouve la salle de contrôle du vaisseau, mais ses pouvoirs l'empêchent de lire dans ses pensées. Après avoir entendu les noms des filles, Andy comprend qu'il s'agit des enfants, la force spéciale Esper du Japon. Il pensait que ce n'était qu'un nom symbolique et n'aurait jamais imaginé que le pays utilisait des enfants comme soldats. Lors des recherches, les filles trouvent le collier limitant d'Andy et l'activent. Cela neutralise ses pouvoirs et leur permet de lire dans ses pensées. Cependant, Andy étant encore nouveau sur le vaisseau, il ignore où se trouve la salle de contrôle. Elle décide de poursuivre leurs recherches. Au bout d'un moment, elle trouve la salle de contrôle et utilise Andy comme bouclier humain pour distraire les autres. Aoi téléporte alors une puce spéciale dans le système du vaisseau. Une fois la puce installée, les filles disparaissent. Le vaisseau se dirige vers les forces de Babel sur la côte. Yobu retourne au vaisseau pour rassembler l'équipe. Malheureusement, Mamagi l'informe qu'il n'a pas le temps de retirer la puce du système. Yobu décide alors de régler le problème lui-même. Avant de se téléporter, Andy lui prend la main, lui disant qu'il veut faire ses preuves et gagner sa confiance. Ils arrivent tous 2 au vaisseau de Babel. Comme Andy n'a aucune chance face à des experts de haut niveau, Yobu le charge de localiser la télécommande de la puce. Andy court sur le pont et trouve la directrice de Babel, Tsubomi. Elle a la télécommande, et Andy doit l'affronter. Tsubomi est une expert puissante, ce qui oblige Andy à fuir. Cependant, il parvient à la surprendre en plongeant dans l'eau et en s'approchant par en dessous. Arrivé près, il lui saisit la main. Andy a été choisi pour infiltrer Pandra grâce à ses pouvoirs uniques. En plus d'annuler les pouvoirs qui l'entourent, il peut également émettre une impulsion par le toucher, ce qui désactive temporairement les pouvoirs de la personne touchée. C'est ce qu'il a fait à Tsubomi. Sans ses pouvoirs, elle est facilement vaincue et Andy détruit le contrôleur. Sa mission accomplie, Andy saute du vaisseau et Yobu le téléporte sur la catastrophe. Maintenant qu'ils ont repris le contrôle, ils se préparent à s'échapper. Cependant, les filles ne sont pas prêtes à laisser Yobu s'échapper. Elles combinent leurs pouvoirs et lancent une attaque spéciale qui attire littéralement le vaisseau vers elles. Le seul capable d'arrêter cela est Yobu. Il ordonne à tout le monde de se préparer à fuir dès qu'il aura libéré le vaisseau. Andy, toujours confus, demande pourquoi Yobu appelle Kaoru reine. Les autres expliquent que le but de l'organisation est de créer un monde où les experts vivront en liberté. Et lorsque ce monde sera prêt, Kaoru sera couronnée reine. En attendant, Yobu estime devoir prendre les décisions les plus difficiles. Yobu désactive alors son limiteur. Débordant de toute sa puissance, il affronte Kaoru et lance une puissante attaque qui la repousse et libère le vaisseau de sa prison énergétique. Une fois le vaisseau libéré, ils entament des manœuvres d'évitement sophistiquées et le font voler dans les airs jusqu'à sa disparition dans un portail. Après ce combat, le vaisseau catastrophe fut gravement endommagé, et le groupe dut infiltrer discrètement un atelier à Tokyo pour effectuer des réparations. Pendant la réparation, Yobu annonça qu'il avait une affaire importante à régler et partit seul, laissant le reste de l'équipage libre de faire ce qu'il voulait. Andy fut chargé d'emmener Yujiri s'amuser. Même s'il n'était pas très enthousiaste à l'idée de jouer les babysitters, il ne put s'empêcher de sourire en voyant la joie de Yujiri, alors il accepta volontiers la mission. En traversant la ville, Andy remarqua que Yujiri observait les gens entrer dans un parc d'attractions. Elle voulait visiblement y entrer, mais un panneau indiquait clairement que les experts étaient interdits. Yujiri fut visiblement déçue, car elle ne pourrait pas s'amuser là-bas. Cependant, Andy décida de désactiver son collier de retenue pendant un moment, annulant temporairement les pouvoirs de Yujiri, empêchant ainsi les capteurs du parc de la détecter comme espère. Ensemble, Andy et Yujiri profitèrent de plusieurs attractions, et Yujiri semblait plus heureuse que jamais. Cependant, quelqu'un les observait depuis le début. Un jour, Andy emmena Yujiri voir un spectacle de cirque. Il lui demanda de rester là pendant qu'il allait se chercher à boire. En s'éloignant, Andy réalisa qu'il était suivi. Il décida d'affronter l'individu et découvrit qu'il s'agissait de Minamoto, de l'organisation Babel. Minamoto expliqua qu'il n'était pas là pour combattre, mais pour parler,
car il savait qu'Andy était un agent américain infiltré. Cela attira l'attention d'Andy, mais il nia et demanda des explications. Minamoto affirma avoir reconnu le style de combat d'Andy lors de leur précédente confrontation et que ce type de technique était enseigné dans l'armée américaine. Même si ce n'était pas une preuve suffisante, Tsubomi était convaincu, et si Andy refusait de coopérer à leur plan, elle le dénoncerait. Et s'il y avait une chose que Yobu détestait plus que tout, c'était la trahison. Minamoto se souvint alors que, pendant la guerre, 50 ans auparavant, toutes les grandes armées avaient investi dans des soldats experts, et Yobu était l'un des meilleurs. Cependant, à la fin du conflit, son propre commandant tenta de le tuer, ce qui poussa Yobu à se venger en tuant tous les officiers impliqués, ainsi que certains des premiers membres de Babel. Pendant qu'Andy parlait à Minamoto, le spectacle prit fin et la foule commença à partir. Yujiri remarqua alors un petit garçon qui semblait perdu. Émue, elle prit la main du garçon et utilisa ses pouvoirs pour scruter la foule à la recherche de ses parents. Après les avoir localisés, elle leur emmena le garçon, qui la remercia de son aide. Cependant, en apprenant que Yujiri avait utilisé la télépathie, ses parents comprirent qu'elle était une espère et se précipitèrent pour appeler la sécurité. Dès que l'information se répandit, les regards hostiles se mirent à s'élever, ce qui mit Yujiri sous une forte pression émotionnelle. Lorsque la sécurité arriva pour l'arrêter, les pouvoirs de Yujiri devinrent incontrôlables et transformèrent le parc d'attractions en une scène d'horreur. Andy comprit que quelque chose n'allait pas et interrompit la conversation avec Minamoto, se précipitant à sa recherche. Conscient que ses pouvoirs étaient hors de contrôle, il désactiva son limiteur et se précipita vers elle pour neutraliser ses capacités et rétablir la normalité. Andy affirma que tout irait bien, mais maintenant que tout le monde savait qu'ils étaient des experts, sortir de là serait difficile. Heureusement, les autres membres de l'équipe remarquèrent l'emportement de Yujiri et arrivèrent à temps. Momiji utilisa alors ses pouvoirs pour téléporter tout le monde au vaisseau. De retour sur le catastrophe, Andy découvrit le vaisseau rempli de décorations de fête, mais il ignorait qui était la personne honorée. Yobu arriva bientôt et la fête commença. Tout le monde commença à distribuer des cadeaux préparés à l'avance, sauf Andy, qui ne savait que faire, ignorant que c'était son anniversaire. Les autres le taquinèrent, mais lui dirent qu'il était encore nouveau et qu'il devrait se rattraper avec un beau cadeau l'année prochaine. Cependant, Yobu n'en dit rien à personne, mais son corps se détériorait rapidement et il savait qu'il ne survivrait peut-être pas d'ici là. C'est pourquoi il était si déterminé à accomplir sa mission. Après la fête, le vaisseau reprit sa route et le système de camouflage spatial fut réactivé, empêchant Babel de les localiser pour le moment. Yobu informa l'équipe qu'il restait une dernière mission avant de quitter le Japon. Selon les informations, un nouveau prototype de MCE était en production et serait bientôt transporté. Il faudrait l'intercepter et le voler. Le détruire aurait été plus simple, mais son contenu technologique était trop précieux pour être gaspillé. En attendant, Yo invita Andy à jouer au billard. Andy déclina l'offre, sachant que Yo utiliserait ses pouvoirs pour tricher. Peu après, Yujiri se présenta au bar à la recherche de Yobu, qui avait fait un cauchemar. Ne le trouvant pas, elle demanda à Andy de l'accompagner et de lui lire une histoire avant de s'endormir. Surpris, Andy accepta et l'emmena dans sa chambre, lui lisant des histoires jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Pendant ce temps, Yobu était seul dans la salle du trône qu'elle avait préparée pour Kaoru. Même s'il savait qu'il ne vivrait pas assez longtemps pour voir l'avenir qu'il imaginait, il se promit de créer un monde où les experts seraient libres et où Kaoru régnerait en reine. Plus tard, alors que Yujiri dormait déjà, Andy alla rapporter le livre à la bibliothèque, mais il aperçut Yobu entrer. Andy décida d'observer en secret. Yobu s'approcha d'une table, prit un vieux livre et utilisa ses pouvoirs pour créer une projection animée d'un vieil ami, Utsumi. Utsumi fut confus en voyant Yobu et, en remarquant le livre taché de sang dans ses mains, comprit qu'il était mort et que ce n'était qu'une manifestation de ses pensées. Malgré cela, il voulut savoir ce qui était arrivé à Tsubomi et au reste de l'équipe. Yobu ne répondit pas et se contenta de formuler une requête. Il remit à Utsumi un plan des systèmes du vaisseau, expliquant que les mécanismes de vol et de camouflage du catastrophe étaient gérés par le cerveau préservé d'Ego, un ancien compagnon. Hormis lui, seul Utsumi pouvait communiquer avec Ego. Yobu demanda qu'une fois parti, Utsumi assume cette responsabilité. Mais avant de mourir, il promit d'éradiquer tous les humains non experts de la Terre. Utsumi, sentant que quelqu'un les observait, tenta d'attaquer l'espion avec des papiers falsifiés. Après enquête, il ne trouva qu'un collier au sol. Yobu savait qu'Andy était là. Après avoir tout entendu, Andy prit sa décision. Il ne pouvait pas laisser Yobu mettre son plan à exécution. Déterminé, il contacta sa base et l'informa qu'il exécuterait la mission le lendemain. Il transmettrait des informations à Babel, qui distrairait les autres pendant qu'Andy accomplirait l'objectif principal, voler Ego. Le lendemain, tous partirent en mission pour intercepter le CM. Cependant, à l'approche du convoi, ils tombèrent dans une embuscade tendue par Minamoto et plusieurs agents de Babel. Le moment de l'attaque semblait trop suspect. Yobu comprit que quelque chose n'allait pas et ordonna à Magi de diriger le groupe pendant son retour à Catastrophe. En chemin, Yobu fut intercepté par Kaoru. Kaoru ne le détestait pas. Elle comprenait qu'il pensait agir dans l'intérêt des experts,
mais elle ne pouvait pas le laisser poursuivre sur cette voie. Elle dit qu'elle devrait l'arrêter par la force. Sachant que son corps ne résisterait pas longtemps, Yobu décida d'y mettre fin rapidement. Il désactiva son limiteur et utilisa ses pouvoirs pour traîner Kaoru à travers plusieurs bâtiments jusqu'à ce qu'elle perde toute sa force. Il la déposa ensuite délicatement sur un toit et se téléporta. Pendant ce temps, Andy était déjà revenu au vaisseau et avait envahi la pièce où Ego était retenu. Il informa la base qu'il était sur le point de capturer Ego. Son commandant confirma qu'une équipe de transport était en route. Avant de couper le contact, Andy demanda que les experts du vaisseau ne soient pas attaqués avec une force mortelle, car il ne représentait aucun danger réel. Andy s'approcha d'Ego avec l'intention de le neutraliser. Cependant, avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, Yobu apparut derrière lui. Yobu avait toujours été méfiant envers Andy, et voyant sa trahison, il déclara qu'il le tuerait. Puis, l'histoire plongea dans le passé d'Yobu. Alors qu'il n'était qu'un enfant, Yobu arriva au Japon pour la première fois accompagné de son tuteur. À sa descente du vaisseau, une petite fille courut vers l'homme et le serra dans ses bras, lui disant combien il lui manquait. Elle remarqua Yobu et lui demanda qui il était. Son père expliqua que le garçon était le fils d'un vieil ami et qu'il vivrait désormais avec eux. La jeune fille, ravie d'apprendre qu'elle allait avoir un petit frère, se présenta sous le nom de Tsubomi. À la surprise de Yobu, elle était aussi une espère, tout comme lui. Yobu avait entendu de nombreuses histoires racontant comment son père et celui de Tsubomi avaient étudié les pouvoirs psychiques ensemble et parcouru le monde à la recherche d'espères, mais c'était très différent de la façon dont son père le traitait de son vivant. Le père de Yobu lui criait dessus dès qu'il le voyait utiliser ses pouvoirs, ce qui l'obligeait à les cacher constamment. Mais ici, la situation était différente, car Tsubomi pouvait utiliser ses pouvoirs comme elle le voulait, sans restriction. Un jour, Tsubomi vit Yobu écrire dans son journal et, pris d'une envie pressante de le taquiner, tenta de lui prendre le carnet pour voir ce qu'il écrivait. Yobu, cependant, utilisa ses pouvoirs pour récupérer le journal, car il considérait cela comme quelque chose de personnel. Tsubomi fut surprise de constater que la télékinésie de Yobu était plus puissante que la sienne, mais comme elle était encore plus grande et plus forte, elle décida de le plaquer au sol pour le forcer à abandonner. Au milieu de leur partie, ils furent interrompus par l'arrivée du capitaine Eiji, accompagné du père de Tsubomi et d'Otsumi. Eiji voulait discuter avec les deux enfants de la possibilité de s'engager dans l'armée et d'utiliser leurs pouvoirs pour le bien. La proposition attira l'attention de Yobu, qui avait toujours rêvé de devenir un héros. Tsubomi, de son côté, pensait qu'Eiji ne cherchait qu'à transformer les espères en armes de guerre. Elle prit donc la main de Yobu et l'entraîna, lui disant qu'elle ne pensait pas que ce soit une bonne idée de poursuivre cette conversation. Elle était sûre qu'Yobu refuserait, car son père l'avait élevé pour cacher ses pouvoirs, et elle-même était opposée à toute implication dans la guerre. Eiji, de son côté, était convaincu qu'il finirait par rejoindre son unité, car dans un monde où les espères étaient craints simplement pour leur existence, il n'aurait nulle part où aller. Cette nuit-là, Yobu et Tsubomi réfléchirent longuement à la proposition. Yobu voulait respecter le souhait de son père, qui avait toujours souhaité qu'il vive comme une personne normale, mais il sentait aussi qu'il pouvait faire quelque chose de bien avec ses pouvoirs. Si suivre Eiji était un moyen d'y parvenir, peut-être valait-il la peine d'y réfléchir. Tsubomi, de son côté, se souvenait de la facilité avec laquelle Yobu avait surmonté ses pouvoirs et ne pouvait l'accepter. Jusque-là, elle s'était crue l'enfant la plus puissante du monde sur le plan psychique. Si ce n'était plus le cas, elle perdrait toute valeur. Elle décida donc de ne pas laisser Yobu la surpasser. Le lendemain, Yobu et Tsubomi firent leurs valises et annoncèrent à Eiji qu'ils étaient prêts à rejoindre l'unité d'espères. Un an plus tard, l'équipe fit sa première apparition publique et l'opinion générale semblait positive, mais Tsubomi était gênée par le fait que la campagne de communication les présentait encore comme des monstres. Elle tenta d'en parler à Yobu, mais il était parti pour une affaire personnelle. Yobu s'était rendu dans une horlogerie pour réparer une montre de poche ayant appartenu à son père, un objet d'une grande valeur sentimentale. En sortant de la boutique, il croisa un policier. L'agent se méfia d'un garçon comme Yobu possédant un objet aussi sophistiqué et commença à l'interroger. Yobu tenta de s'expliquer, mais l'agent refusa de le laisser parler. Ne sachant que faire, Yobu resta silencieux jusqu'à l'arrivée de Tsubomi. Elle se mit en colère en voyant l'agent harceler Yobu sans raison. Elle se disputa avec l'agent et, poussée par son caractère impulsif, finit par lui donner un coup de pied si violent qu'il fut projeté en l'air. Bien que le coup fût exagéré, le plus grave fut que l'agent touché percuta un officier des marines qui se trouvait à proximité, le laissant inconscient. Cela provoqua une grande confusion, et toute l'unité d'espères fut assignée à résidence. Tsubomi se sentait coupable d'avoir mis tout le monde dans cette situation, mais ses collègues affirmaient que ce n'était pas entièrement sa faute. En réalité, le reste de l'armée détestait déjà l'unité ESPR, et cet incident servit de prétexte idéal pour imposer des restrictions. Pour résoudre la situation, Eiji participa à une réunion avec d'autres capitaines de l'armée et affirma que son unité avait une valeur stratégique. Pour le prouver, il proposa une compétition entre la technologie militaire la plus avancée et les experts de son équipe. Les supérieurs acceptèrent le défi et Eiji transmit l'information à son unité. Tsubomi se porta volontaire pour représenter le groupe, car elle était à l'origine de tout cela,
mais Eiji choisit Yobu pour le duel. Yobu avait commencé l'entraînement au combat aérien, pratiquant des manœuvres d'évitement, mais il était encore débutant et avait été touché à plusieurs reprises pendant l'entraînement. Après une journée épuisante, il alla se détendre au bain. Pendant son bain, Tsubomi entra dans la pièce enveloppé dans une serviette, ce qui mit Yobu extrêmement gêné. Tsubomi répondit qu'il n'y avait aucune raison à cela, puisqu'ils étaient encore frères et sœurs adoptifs. Yobu se calma alors et se couvrit d'une serviette pour pouvoir discuter. Tsubomi expliqua que depuis l'arrivée d'Yobu, elle avait cessé d'être la plus forte. Elle ne l'avait jamais détesté pour cela, mais qu'elle s'entraînait pour devenir plus puissante et le surpasser. Malgré cela, son plus grand désir était de protéger ceux qu'elle aimait. Elle demanda donc à Yobu que, quel que soit l'ennemi, il gagnerait toujours. Le jour du duel arriva. Alors que l'avion expérimental approchait de la zone de combat, Tsubomi et un autre expert se téléportèrent sur les ailes de l'appareil. S'il s'agissait d'une vraie guerre, il pourrait simplement lancer une grenade dans le cockpit et tout arrêter. Mais c'était un duel d'honneur. Tsubomi voulait juste avertir Yobu qu'elle serait une adversaire coriace. Cependant, voyant que le pilote était le même officier de la marine qu'elle avait abattu plus tôt, Tsubomi tenta de s'excuser, mais il l'ignora et la fit tomber de l'aile de l'avion. Peu après, le pilote repéra Yobu et engagea un combat aérien. Yobu pouvait changer de direction presque instantanément, ce qui le rendait difficile à atteindre. Cependant, l'avion était rapide, volant à 500 km/h, et Yobu ne pourrait pas maintenir la distance bien longtemps. Il n'avait qu'un fusil avec des munitions d'entraînement, mais il élabora tout de même un plan. Yobu vola devant l'appareil et, lorsque le pilote s'aligna sur lui, tira une balle dans le cockpit. S'il s'était agi de balles réelles, le pilote aurait été tué. Ceci prouvait la victoire de Yobu. Avant même de pouvoir célébrer, Yobu reçut un message d'Eiji l'informant d'une urgence. Il devait passer aux balles réelles et se préparer au combat immédiat. Un sous-marin américain non identifié était entré dans les eaux japonaises. Lorsqu'ils tentèrent de communiquer, le sous-marin ouvrit le feu, manifestant son hostilité. L'équipe d'experts demanda s'il fallait attaquer, mais Eiji pensa que c'était risqué, les relations avec les États-Unis étant fragiles. Une attaque pourrait déclencher une guerre. Néanmoins, le sous-marin commença à lancer des torpilles. Curieusement, les torpilles ne visaient pas les forces japonaises, mais un groupe de dauphins. Plus étrange encore, les dauphins utilisaient la télépathie. Ces animaux faisaient partie d'une expérience ratée que les Américains cherchaient à éliminer. L'un des dauphins fut touché et tué. Yobu et les autres, ne voulant pas qu'un autre soit tué, décidèrent d'intercepter les torpilles. Ils téléportèrent des grenades dans l'eau, détruisant l'un des missiles. L'autre passa juste à côté, forçant Yobu à agir. Il toucha les hélices de la torpille et, juste avant l'explosion, utilisa ses pouvoirs pour créer une barrière qui bloqua l'impact. Après avoir neutralisé les attaques, le sous-marin s'éloigna des eaux japonaises. La mission fut un succès, et l'unité d'Esper prouva enfin sa valeur aux yeux de l'armée. L'image des Esper s'améliora auprès du public. Mais cette période faste prit fin lorsque, des années plus tard, les États-Unis larguèrent une bombe sur eux, mettant fin à la guerre pratiquement du jour au lendemain. Eiji appela alors Yobu pour lui parler. Le cerveau du dauphin mort avait été préservé et possédait des capacités prémonitoires. Selon ses visions, Yobu dirigerait une armée d'Esper et détruirait le monde. Eiji pointa donc une arme sur lui. Eiji se fichait de la menace d'une révolte d'Esper. Ce qu'il ne pouvait accepter, c'était que Yobu soit celui qui détiendrait le pouvoir. Incapable de supporter cette idée, Eiji tira sur Yobu. Au moment où il fut frappé, Yobu avait du mal à comprendre que l'un des rares en qui il avait confiance ait tenté de le tuer. Ses pensées s'emballèrent comme jamais, jusqu'à ce qu'il conclut que les humains normaux ne méritaient pas de vivre. Il utilisa ses pouvoirs pour se réanimer et tua Eiji sur le champ, déclenchant une vague de vengeance sanglante. De retour dans le présent, Yobu attaqua Andy. Même si Andy pouvait neutraliser tous les pouvoirs psychiques de son corps, il restait vulnérable aux objets lancés, qu'Yobu comptait bien utiliser à son avantage. Tandis qu'Andy courait pour esquiver les attaques, il parvint à atteindre Ego et à désactiver ses pouvoirs, ce qui provoqua la désactivation du système de camouflage du vaisseau. Les capteurs de l'armée américaine parvinrent finalement à localiser le vaisseau et commencèrent immédiatement à se rapprocher. Ils envoyèrent un message indiquant qu'ils ne feraient aucun mal aux occupants s'ils livraient Ego pacifiquement. Mais 3 secondes plus tard, le commandant ordonna une attaque de drone sur le vaisseau. Andy ne s'attendait pas à cela, car on lui avait assuré que tout se réglerait pacifiquement. Il tenta de faire comprendre à Yobu qu'il ne voulait pas que cela arrive, mais Yobu refusa d'écouter et se téléporta hors du vaisseau pour s'occuper des drones. Pendant que Yobu était occupé, les États-Unis envoyèrent 2 unités d'assaut directement à bord du vaisseau. Dès leur atterrissage, les soldats se dirigèrent droit vers les enfants ESPR. L'une des filles les plus âgées tenta de protéger les autres. Elle utilisa son pouvoir de manipulation de la matière pour éliminer 2 soldats et ordonna aux autres de fuir. D'autres soldats apparurent, mais elle se prépara à les affronter aussi longtemps qu'il le faudrait. Cependant, lorsqu'elle tenta à nouveau d'utiliser ses pouvoirs, elle réalisa son échec. Les soldats étaient équipés de dispositifs ECM qui affaiblissaient les capacités des Esper les plus dangereux. Ses pouvoirs neutralisés, elle était sans défense. Le commandant d'Andy entra personnellement dans le vaisseau. Durant l'opération,
il trouva Yujiri et ordonna à ses soldats de l'assommer grâce à l'ECM. En apprenant cela, Andy fut outré et interrogea le directeur sur la façon dont il traitait Yujiri. Andy avait expressément demandé que les enfants soient traités avec précaution, et le directeur s'en souvenait parfaitement, mais il choisissait d'ignorer sa demande. Pour le directeur, tous les espers étaient des monstres qu'il fallait contrôler, et il prévoyait donc d'arrêter Yujiri pour la soumettre à des expériences. Andy n'était pas d'accord avec tout ce que faisait Pandra, mais il connaissait suffisamment Yujiri pour savoir qu'elle n'était pas un monstre. Il s'empara d'une arme et déclara qu'il ne permettrait pas au directeur de l'emmener. Le directeur fut déçu par la trahison d'Andy, mais considéra cela comme un désagrément mineur. Il déclara qu'il effacerait toute trace des liens d'Andy avec l'agence et pointa une arme sur lui. Andy hésita, et le directeur resta. Il tira une balle dans la poitrine d'Andy et le laissa pour mort. Dehors, Yobu venait de détruire les drones et se préparait à attaquer le vaisseau amiral ennemi. Mais il réalisa que la marine américaine avait lancé un bombardement intensif du catastrophe. Yobu désespéra en voyant tout ce qu'il avait construit se détruire sous ses yeux. Maggie et les autres lui rappelèrent que, ainsi que tous les enfants encore à bord, dépendaient de lui. Yobu reprit ses esprits, ordonna à tout le monde d'évacuer le vaisseau et s'envola dans les airs pour faire face à l'attaque. Alors qu'il déployait toute son énergie, le corps d'Yobu commença à faiblir. Mais il n'eut pas le temps de penser à sa propre santé. Il utilisa tout ce qui lui restait pour arrêter le bombardement et assurer l'évasion des autres. À l'intérieur du vaisseau, Andy survécut étonnamment à la balle en plein cœur grâce au collier de contention que Yobu lui avait donné. Il vit Yobu perdre connaissance sous l'effort. Yobu hors d'état de nuire, le navire était condamné. Andy plongea dans la mer et nagea pour le sauver. Lorsque Yobu toucha l'eau, il commença à se demander s'il avait fait le bon choix. Alors qu'il était sur le point de céder à la mort, Andy le saisit par la main et le ramena à la surface. Le navire étant complètement détruit, Andy ne savait pas comment mettre Yobu en sécurité, mais Sobomi apparut peu après, proposant son aide. Après l'incident, Minamoto rencontra des représentants des États-Unis pour discuter de la suite des événements. En gros, les Américains voulaient que Babel fasse comme si de rien n'était. En tant que chef de Babel, Sobomi s'y attendait. Elle avait enregistré un message à l'avance et informé les représentants qu'elle garderait le secret, mais en échange, elle exigeait que les États-Unis cessent de s'immiscer dans les affaires de Babel. Pendant ce temps, Sobomi emmena Yobu dans l'ancienne maison de son père, le seul endroit où elle pouvait le cacher sans éveiller les soupçons. Après avoir reçu des soins médicaux, Yobu reprit temporairement conscience. Sa première réaction fut de demander si Andy était là aussi. Sobomi mentit en affirmant ignorer où Andy se trouvait, mais à ce moment précis, Andy se trouvait dans un laboratoire à l'autre bout de la ville, placé dans une machine qui supprimait ses pouvoirs afin qu'Aoi puisse retirer la puce implantée par les États-Unis. La puce retirée, Andy était introuvable. Lui et les filles se dirigèrent vers le manoir pour retrouver Yobu. Yobu était heureux de revoir Kaoru, mais demanda à lui parler plus tard, car il avait besoin de parler à Andy en privé. Tout le monde quitta la pièce pour que les deux puissent discuter seuls. Yobu voulait tuer Andy pour l'avoir trahi, mais il avait quelque chose de plus important à savoir. Lors de l'attaque de catastrophe, Yobu reconnut la voix de la personne qui donnait les ordres. Il demanda à Andy s'il savait qui était cette personne. Andy expliqua qu'il n'avait rencontré le directeur qu'une seule fois, lors de son recrutement dans l'unité américaine. Il dit que l'homme était japonais, comme Yobu, et qu'il avait une énorme cicatrice sur la poitrine, comme si quelqu'un lui avait arraché les organes grâce à des pouvoirs psychiques. Yobu avait déjà des soupçons, mais à la lecture de cette description, il fut certain que cet homme était celui-là même qu'il avait trahi lors de la dernière guerre. Yobu était submergé par la rage, mais le stress était trop intense pour son corps affaibli et il s'évanouit. Tout le monde se précipita pour voir ce qui se passait. Après des tests, Sakaki découvrit qu'Yobu était capable de conserver sa jeunesse en contrôlant ses lymphocytes T, mais ce processus était défaillant. Bientôt, Yobu allait mourir. Kaoru voulait savoir s'il y avait un moyen de le sauver. Elle ne voulait pas le laisser mourir. Sakaki lui dit qu'il pouvait essayer quelque chose, mais que rien ne garantissait son efficacité. Quelque temps plus tard, Yobu se réveilla et réalisa qu'elle recevait une transfusion sanguine de Kaoru. Elle savait qu'Yobu détestait les humains ordinaires, mais elle croyait qu'en travaillant ensemble, ils pourraient bâtir un monde meilleur, où espère et non-espère pourraient vivre en paix. Yobu vit un véritable espoir dans les yeux de Kaoru. C'était l'une des raisons pour lesquelles il s'était consacré à faire d'elle une reine. Mais il était trop tard pour espérer. La seule voie qui lui restait était la vengeance. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Yobu quitta le manoir pour régler ses affaires avec Eiji. Alors qu'il marchait, Andy arriva en voiture et lui dit qu'il l'accompagnerait. Andy savait qu'Yobu ne lui faisait toujours pas confiance, mais il voulait au moins tenter de sauver Yujiri pour se faire pardonner. Yobu monta dans la voiture et ils partirent ensemble. Plus tard, l'ancien recruteur d'Andy entra dans son appartement et trouva Yobu assis sur une chaise. Il était sous le choc, croyant Yobu morte. Avant qu'il puisse réagir, Andy apparut derrière lui, une arme pointée. Le recruteur comprit qu'il n'avait aucune chance contre eux. Au lieu de se battre,
Il tenta de se suicider pour les empêcher d'obtenir des informations, mais Yobu utilisa ses pouvoirs pour arrêter la balle en plein vol. Yobu déclara qu'il ne se laisserait pas mourir tant qu'il ne serait pas sûr que Yujiri était en sécurité. N'ayant d'autre choix, le recruteur emmena Andy et Yobu au centre où Yujiri avait été emmené après sa capture. Andy ne connaissait pas les lieux. Le recruteur expliqua que la mission de Lucy était de contrôler les espers comme des chiens dressés. C'est pourquoi ils avaient développé un collier de contrôle biologique. La jeune fille connue sous le nom de Yujiri était en fait une espère expérimentale, clonée artificiellement pour ce projet, mais elle réussit à s'échapper grâce à un manque de surveillance. Ils furent emmenés dans une pièce. Yobu utilisa ses pouvoirs pour scanner les appareils et découvrit que Yujiri avait subi un lavage de cerveau. Cependant, elle n'était pas là depuis un moment. Cela signifiait que le recruteur les avait piégés. À cet instant, un message parvint du système de communication. Yobu reconnut la voix d'Eiji. Yobu demanda quel était son plan. Eiji ne répondit pas directement. Il montra simplement une image du futur qu'Ego avait prédit. Dans cette vision, des espers se rebellaient contre des non-espers, menés par nul autre que Kaoru. Eiji croyait que les espers devaient être subordonnés aux humains ordinaires. Il était donc prêt à tout pour empêcher ce futur, y compris éliminer Kaoru. Yobu refusa. Eiji le mit au défi d'essayer de l'arrêter. Peu après, des dizaines de drones de sécurité apparurent pour les neutraliser. Le recruteur fit preuve d'une loyauté extrême et retint Yobu tout en ordonnant aux drones de tirer, même avec lui dans la ligne de mire. Yobu réussit à se sauver grâce à ses pouvoirs. Le recruteur mourut le sourire aux lèvres. Andy et Yobu étaient désormais encerclés et devaient s'échapper. Mais les pouvoirs de Yobu étaient trop faibles pour les téléporter. Andy demanda à Yobu de fuir pendant qu'il affrontait les ennemis. Andy s'excusa d'avoir menti et trahi la confiance de Yobu. Yobu le considérait toujours comme un camarade et refusait de l'abandonner. Malgré le sauvetage, la situation restait critique, et Yobu et Andy durent trouver une issue ensemble. Soudain, les membres de Pandra franchirent le plafond et éliminèrent les gardes de la pièce. Après avoir assuré la sécurité d'Yobu et d'Andy, le groupe les emmena à la nouvelle base sous-marine. Il leur avait fallu un certain temps pour retrouver Yobu après tout ce qui s'était passé, mais le plus important était désormais de clarifier les intentions d'Andy. Yok confronta Andy et exigea de savoir ce qu'il comptait faire après avoir trahi tout le monde. Andy savait qu'aucune explication n'effacerait ce qu'il avait fait, mais il voulait quand même se racheter. Par-dessus tout, il voulait sauver Yujiri. Yok accepta la réponse, mais frappa Andy pour se racheter. Ainsi, ils étaient quittes, et leur priorité était désormais d'empêcher Eiji de mettre son plan à exécution. Le groupe consulta les nouvelles et tomba sur un article concernant le nouveau maire de New York, partisan de la coexistence pacifique entre espers et non-espers. Tout le monde comprit qu'Eiji prévoyait probablement d'utiliser Yujiri pour assassiner le maire et accroître la méfiance envers les espers. Il fallait agir vite. Le maire prononçait son discours d'investiture lorsque Yujiri, sous le contrôle d'Eiji, s'apprêtait à exécuter son plan. Au moment où elle activa son pouvoir, Andy se plaça entre elle et la cible, annula l'explosion psychique et éloigna le maire de la scène en toute sécurité. Malgré cela, Eiji contrôlait toujours Yujiri et lui ordonna d'utiliser ses pouvoirs pour tuer Andy. Suivant ses ordres, Yujiri activa un champ psychique qui hypnotisa tous les alentours, les poussant à attaquer Andy. Pendant ce temps, Yobu trouva un double illusoire de Yujiri dans la ville. Elle tenta de l'hypnotiser à son tour, et il pensa avoir résisté, mais il réalisa qu'il avait été affecté. Devant lui apparut une copie illusoire de lui-même. La confrontation avec sa propre image plongea Yobu dans une spirale de souvenirs, où il revit tous ses échecs, les camarades qu'il n'avait pas réussi à sauver, la trahison d'Eiji et sa propre jeunesse le condamnant pour s'être transformé en monstre. Yobu savait que tout cela n'était qu'une illusion, mais pour se libérer, il devait utiliser toute sa puissance, même si cela pouvait le tuer. Il désactiva son limiteur, et son énergie dissipait les illusions de Yujiri. Cependant, pour la libérer véritablement, Yobu devait pénétrer son esprit et défaire le lavage de cerveau. Dans l'esprit de Yujiri, Yobu vit des fragments de son passé. Elle avait servi de cobaye et les scientifiques en charge décidèrent de l'éliminer, jugeant son pouvoir trop dangereux. Pour se protéger, Yujiri finit par tuer tout le monde. Par la suite, elle commença à éviter tout contact avec autrui, de peur de blesser. Mais tout changea lorsqu'elle rencontra Yobu, qui l'aida à accepter ses pouvoirs. Yobu parvint à libérer Yujiri du contrôle mental. Cependant, en utilisant toute sa puissance, il poussa son corps à ses limites. Dans un dernier geste, il détruisit la puce biologique implantée dans la nuque de Yujiri. Mais ses pouvoirs devinrent instables. Le corps de Yobu était sur le point d'exploser, et il avait déjà accepté cette fin. Il avait réussi à sauver Yujiri et à contrecarrer le plan d'Eiji. Si c'était sa dernière action, il mourrait en paix. Andy, cependant, refusait cette idée. Au fil du temps, il avait rencontré des espers qui s'étaient révélés être de bonnes personnes. Il voulait voir de ses propres yeux le genre de monde que Yobu pouvait créer. Il brisa donc la barrière psychique de Yobu, l'attrapa par les épaules et utilisa toute sa capacité d'annulation pour contenir ses pouvoirs et le sauver. L'effort fut extrême et provoqua un malaise chez Andy peu après. Le lendemain, après la révélation du plan d'Eiji,
toutes les personnes impliquées dans l'opération furent arrêtées. Eiji fut le seul à réussir à s'échapper. Même loin de la justice, il n'échapperait pas à Yobu. Une fois retrouvé, Eiji déclara à Yobu qu'il devait le tuer rapidement, car même mort, son souvenir continuerait de le tourmenter à jamais. Yobu répondit qu'il ne le tuerait pas, mais uniquement parce que Kaoru désapprouverait cette voie. Au lieu de cela, il utilisa ses pouvoirs pour provoquer une profonde démence chez Eiji, le condamnant à vivre comme l'ombre de lui-même. À la base temporaire de Pandra, Yobu trouva Andy prêt à partir pour un nouveau voyage. Yobu dit à Andy qu'il n'était pas nécessaire de partir, car il était plus que disposé à l'accueillir à nouveau sur Pandra. Andy le remercia pour son offre et dit qu'il adorerait voir le monde que Yobu allait bâtir, mais qu'il sentait qu'il devait suivre sa propre voie. Il tenta de lui rendre le collier, mais Yobu refusa, affirmant que, quel que soit son choix, il resterait toujours membre de Pandra. Yobu et Andy prirent chacun leur chemin, mais tous deux continuèrent d'avancer, espérant un avenir meilleur.